Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h18 et je suis avec le président de la CPME, François Asselin. Bonjour. Bonjour. De la CPME, je rappelle l'importance économique, bien évidemment, des entreprises moyennes et petites pour notre économie. Vous fédérez 150 000 PME, Oui. employant 3 millions de salariés. Oui. Et la question, ce matin, la principale question, la question machine à café, c'est le président a changé les dates de vacances scolaires. D'abord, il y a une semaine où il faut s'occuper des enfants. Bien sûr. Qui vont être sur l'enseignement à distance. Et après, tout le monde a 15 jours de vacances forcées des enfants. Oui. Sauf que beaucoup de salariés avaient pris leurs vacances dans les anciennes dates de vacances. Exactement. C'est-à-dire que Le 16 avril, le 23 avril. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Parce que est-ce qu'on peut imposer à ses salariés de changer ces dates de vacances? Alors, vous savez, ou vous ne savez peut-être pas, mais l'employeur a 1 mois de délai de prévenance pour imposer, s'il veut l'imposer, les congés payés de ses salariés. Le président de la République, hier soir, a recalibré les vacances scolaires. Ouais, tout le monde, 15 jours de vacances scolaires au même moment pour les 3 zones. On peut tout à fait comprendre cette mesure, qui est plutôt de bon sens et intelligente, pour assurer la continuité pédagogique, ça on comprend tous. En revanche, aujourd'hui, dans les entreprises, vont se poser des questions très concrètes. Les salariés qui avaient posé leurs congés payés à la fin du mois d'avril, puisque c'était le calendrier scolaire, bien sûr. Vont se dire... il va falloir que je garde mes enfants 15 jours plus tôt, et après j'ai mes congés payés. Et puis l'employeur dit, mais attendez, si vous êtes absent 1 mois, c'est tout simplement pas possible. L'entreprise ne pourra pas redémarrer. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez posé la question au gouvernement? Alors, on a rendez-vous à 14h avec la ministre du Travail, aujourd'hui même. Et puis nous, des employeurs dans les entreprises, dès ce matin, la question qu'on va avoir avec nos salariés, c'est comment on organise les congés du mois d'avril. Parce qu'effectivement, le salarié peut renoncer à ses vacances et l'employeur peut accepter. En revanche, l'inverse n'est pas possible. L'inverse n'est pas, ou difficilement possible. Alors, il faut instaurer du dialogue, bien évidemment. Dans beaucoup d'entreprises, dans l'immense majorité des entreprises, nous avons des gens raisonnables, côté employeur comme côté salarié. Donc, on va essayer de s'organiser. Mais vous aurez, et ça concerne tous les actifs, l'administration, bien évidemment, est tout à fait concernée. Il y a la bonne volonté, François Asselin, mais il y a aussi des contraintes, par exemple, des salariés qui ont pris des Airbnb pour partir en vacances, même pas loin de chez eux, ne peuvent pas l'annuler. Oui. Parce que la plateforme refuse qu'on annule et qu'on se fasse rembourser, sauf si vous avez le Covid. Mais si, par exemple, il y a un confinement qui a été décidé, Airbnb, pour eux, ça ne change rien, il faut payer. C'est ce type de questions tout à fait concrètes que vous posez, que nous avons à régler ce matin dans nos entreprises. Et on va essayer de le régler paisiblement, comme on le fait généralement. On est habitué à cette situation, malheureusement, si je puis dire, mais on n'est pas résigné. Donc on va essayer de trouver des solutions. Et puis, bien évidemment, si vous avez des cas où le salarié ne veut rien entendre, ça va vraiment poser un problème pour beaucoup d'entreprises. Certaines sont très fragiles. Il y a aussi l'autre question qui va être lorsqu'il va y avoir l'activité partielle. Vous savez qu'il y a le reste à charge pour les entreprises. Alors, sauf si vous êtes dans le secteur S1, S1 bis, hôtellerie-restauration. Où là, c'est pris à charge à 100%. C'est pris en charge à 100%. Mais pour le reste, c'est 84%. Voilà. Certains employeurs, au départ, avaient compensé. Oui. Mais il n'y a pas d'obligation, bien évidemment. Il n'y a pas d'obligation. Et puis, la situation économique, rappelons-le, est quand même pas très florissante. Beaucoup de petites entreprises sont extrêmement fragiles et certaines d'entre elles ne pourront même pas supporter ce reste à charge de 15% pour l'employeur et 16% pour le salarié. Et 16% pour le salarié. Donc, nous, ce que nous demandons au gouvernement, j'en ai parlé dès hier soir avec la ministre du Travail, c'est de pouvoir reconsidérer l'élargissement de la prise en charge de l'ensemble du reste à charge pour les employeurs, pour éviter que ça se Donc vous réclamez, comme lors du premier confinement, la prise en charge à 100% par l'assurance chômage ou l'assurance maladie de ces chômages partiels contraints. Ben oui, pourquoi? Parce que, et c'est là effectivement où ce qui est terrible, c'est que c'est un coût considérable pour l'ensemble de la société, cette chose-là. Mais le problème, c'est que certaines entreprises n'ont même plus les moyens de payer ce reste à charge de 15%. Donc il faudra bien évidemment couvrir 100% du salaire du salarié pour l'employeur. Et puis, essayons dans les entreprises de trouver un modus vivendi pour essayer de passer une fois de plus cette période délicate. Alors l'autre, évidemment, information importante d'hier, c'est qu'on était à 90 000 commerces fermés. On va passer à 150 000 à partir de samedi soir. 60 000, sans doute la plupart qui sont vos adhérents, vont devoir fermer le rideau. Alors le gouvernement a quand même dupliquer le processus, enfin les aides à tout le monde. Oui, alors
On proroge. On proroge avec toujours, vous savez, il y en a qui vont être correctement couverts et puis bien évidemment d'autres qui seront pas très bien couverts. Le gouvernement a annoncé cette semaine qu'il mettait en place une aide forfaitaire pour le financement des stocks invendus. Mais ça sera plafonné. En moyenne 6 000 euros, plafonné à 8 000. Plafonné à 8 000 pour des commerçants de moins de 50 salariés. Mais déjà, vous savez, un commerce qui arrive à 30, 40, 50 salariés, c'est un énorme commerce. Autant vous dire que l'aide de 6 ou 8 000 euros, ça ne va pas faire grand-chose sur le financement de ces invendus, de ces stocks invendus. Donc on va avoir des problèmes. Et puis deuxièmement, on ne peut pas rajouter de l'endettement à déjà de l'endettement. C'est ça le problème. Donc nous, ce que nous avons proposé au gouvernement, c'est qu'il faut élargir la boîte à outils pour traiter l'endettement des entreprises, le fameux prêt de consolidation. On y travaille toujours. Alors j'allais vous poser la question, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, vous aviez lancé cette idée qui a été beaucoup reprise, de pouvoir, après la crise, consolider l'ensemble des prêts des entreprises, y compris le PGE, et les étaler sur 5, 6, 7, 8 ans. On travaille toujours, je peux vous le dire, d'arrache-pied avec Bercy, parce qu'il y a des problèmes d'ordre technique, juridique assez complexes à régler, européens, voilà. Donc, mais je ne désespère pas, parce qu'on va vraiment avoir besoin de cet outil, voilà. Et puis, vous avez bon espoir que oui, j'ai bon espoir. On arrive à un mécanisme de consolidation. Pourquoi ? Parce que Bruno Le Maire est tout à fait ouvert à cette possibilité, à cette solution, à cet outil. Maintenant, il faut que les équipes autour de lui travaillent avec nous pour trouver ces solutions. Et puis, il y aura certainement une action à faire auprès de Bruxelles. Certainement. Il faut savoir que lorsqu'il y a un an, on a mis en place le prêt garanti par l'État, on était loin d'imaginer qu'un an après, on y sera encore, cette balade. Et puis, il faut travailler sur la position personnelle des chefs d'entreprise, des travailleurs non salariés. Vous voulez des dérogations ? Non, il faut travailler sur l'endettement personnel des chefs d'entreprise. C'est-à-dire qu'on n'attend pas une assurance chômage plus pour les chefs d'entreprise. Ce que nous attendons, c'est la possibilité de rebondir. Pourquoi ? Parce que nous sommes directement impliqués lorsque malheureusement vous déposez le bilan. Il ne faut pas rajouter une catastrophe humaine à une catastrophe économique lorsque votre entreprise est défaillante. On a fait 11 propositions et parmi celles-ci, je retiendrai 3 propositions. Qu'il n'y ait pas d'inscription systématique. Vous savez, il y a le fichier des incidents de paiement. Le fichier noir. Voilà, le fichier noir. Il ne faut pas, entre guillemets, que les cautions soient activées lorsque vous êtes engagé dans une période où tout allait bien et là vous êtes finalement dans une sorte de force de force majeure. Donc il faut absolument vous voulez qu'en fait que les patrons de PME, les indépendants, puissent rebondir éventuellement après avoir été obligés de mettre la clé sous la porte. Ils ont cette magnifique faculté de pouvoir recréer une activité, etc. Il faut leur donner la possibilité effectivement de rebondir. Voilà. Et puis troisièmement, que l'endettement social personnel des chefs d'entreprise soit pris dans la liquidation si jamais l'entreprise ferme. Pourquoi ? Parce que les dettes sociales sont des dettes à titre personnel. C'est pas l'entreprise qui les paie. Donc c'est-à-dire que quand on liquide, on est toujours redevable de cette dette sociale aujourd'hui. Vous êtes toujours redevable et parfois un an, voire un an et demi après, à renfort d'huissier, on vient frapper à votre porte pour réclamer cette dette, bien évidemment, que vous n'avez pas pu honorer. Et ça, vous avez bon espoir que le gouvernement vous entende ? Alors, j'ai bon espoir, oui, qu'ils nous entendent. Il y a un sujet autour des cautions, bien évidemment, parce que ça, là aussi, juridiquement, techniquement, c'est compliqué, mais il y a des solutions. Bon, ça fait beaucoup de demandes de la part des PME. Oui, mais vous remarquerez que, en ce qui concerne les demandes spécifiquement pour traiter l'endettement des travailleurs non salariés, des chefs d'entreprise, ça coûte quasiment rien au budget de l'État. Le fichier des incidents de paiement, ça coûte strictement rien. Les cautions, c'est pas l'État qui est caution aujourd'hui, sauf sur le prêt garanti par l'État. Et puis, quant au reste, la dette sociale, vous savez, la caisse qui gère les retraites et l'assurance sociale des travailleurs non salariés à 17 milliards d'euros de réserve. Donc ça ne mettra pas en péril l'équilibre de cette caisse. Là, quand on vous écoute, François Asselin, vous êtes en train de gérer un peu l'après. C'est-à-dire que là, on est tous sous transfusion. Bien sûr. On sait que quand ça va s'arrêter, la poussière qui a été mise sous le tapis, il va falloir s'en occuper. On pense évidemment au commerce, notamment de centre-ville. On pense aux restaurants. Leur fédération nous dit qu'un tiers des hôtels-restaurants ne rouvriront pas. Oui, et pour des raisons toutes bêtes, si je puis dire, quand ça fait un an que vous n'avez plus d'activité, lorsque vous avez été salarié de ce secteur-là, que ça fait un an que vous ne travaillez plus, déjà vous commencez à vous poser des questions de réorientation. Donc il faut savoir que ce secteur-là est en train de perdre ses forces vives. On estime à peu près, ils estiment, ce secteur de l'hôtellerie, café, restaurant, qu'environ 100 000 salariés seraient aujourd'hui en train de changer d'orientation, changer de secteur d'activité. Vous avez dans ces secteurs un fort taux d'apprentissage. Imaginez-vous. Donc on va manquer de main-d'œuvre. On va manquer de main-d'œuvre, bien évidemment. Ça va être un vrai problème. Donc il va falloir reconstruire ces secteurs. Et ça se fait pas en claquant des doigts du jour au lendemain.
Et donc, comment on prépare, comment on fait en sorte effectivement de reformer très rapidement? Est-ce que en termes d'apprentissage, il y a eu beaucoup d'aide, il y a beaucoup de souplesse? Oui. Votre crainte, c'est que quand les restos vont ouvrir, ils n'auront pas de serveurs, ils n'auront pas de cuisiniers? Bien sûr, c'est ça la crainte. C'est pour ça, si vous voulez, que la stratégie, le calendrier de sortie est très important. On n'a pas eu de calendrier hier. On a simplement eu cette date de mi-mai. Ça vous suffit, ça? Vous étiez content? Écoutez, c'est déjà, allez, on va se raccrocher à ce petit espoir. Voilà, on va pas trop, on va dire, après tout, la lumière, elle est là. Donc on attend tous qu'effectivement, mi-mai, on commence. On a entendu du chef de l'État qu'à mi-mai, il y aurait peut-être des terrasses, qu'il y aurait peut-être des lieux de culture qui vont ouvrir. Voilà, donc pour nous, attention à tenir la promesse. Attention à tenir la promesse. Si on s'aperçoit qu'au 15 mai, on ne peut pas réouvrir, tout simplement parce qu'il y a des problèmes logistiques, tout ce qu'on a connu, là, sur le vaccin notamment, il y a une pression énorme sur l'exécutif autour de cette date. C'est évident, mais il a posé, entre guillemets, cette date. On peut lui reconnaître au moins cet engagement. Donc nous, bien évidemment, le scénario de sortie, la façon dont on va le faire est très important pour qu'on puisse redémarrer le plus sereinement possible, tout en sachant que ça sera compliqué pour certains d'entre nous.